Laurence Nardon, vous êtes chercheuse, spécialiste en histoire des idées politiques aux États-Unis en particulier. Vous êtes responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Pourquoi cet intérêt pour ce pays ? Après mes études, j'ai commencé à travailler sur les questions de stratégie et de défense. Et à l'époque, puisque c'était avant la chute de l'URSS, en Occident, on pouvait travailler très facilement sur l'acteur principal vu de notre point de vue, qui était évidemment Washington, les États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ce grand pays. Et du coup, je dois dire tout de suite que c'est pas soit une détestation, soit une adoration absolue des États-Unis qui m'ont conduit à ce choix. Le chercheur doit de toute manière conserver une distance avec son sujet d'étude. Quelles sont les grandes dynamiques, pour nous rappeler un peu, nous rafraîchir la mémoire, qui ont traversé le continent américain ces dernières décennies, par exemple depuis l'ère Reagan ? Bon, on va même remonter plus loin. Depuis l'après-guerre, depuis 1945, les États-Unis sont un grand pays libéral au sens philosophique du terme, notamment par rapport à l'URSS à l'époque. Si on remonte un peu plus près de nous, ce libéralisme est devenu un néolibéralisme du point de vue économique sous Reagan dans les années 80. Là, on avait une rupture avec des décennies d'un système finalement très progressiste et redistributif dans les années 30, le New Deal, jusqu'aux années 60. Sous Reagan, on a un pays qui commence à déréguler tous azimuts, à baisser les impôts, etc. avec cette idée qui était très certainement sincère à l'époque de la part des dirigeants autour de Reagan, qui est de libérer l'entrepreneuriat individuel pour que tout le monde s'enrichisse. L'objectif, c'était d'apporter la prospérité, de continuer à apporter la prospérité à tous les Américains. Et ce qui s'est révélé, c'est qu'après plusieurs décennies de cette dérégulation économique, finalement, beaucoup d'Américains n'y trouvaient pas leur compte. Et ça s'est révélé principalement avec la crise de 2007-2008, cette grande crise financière qui a mis à la rue, littéralement, beaucoup d'Américains qui ne pouvaient plus continuer à payer les prêts sur leur maison. C'était une bulle immobilière qui avait explosé au départ. Après quoi, on a eu, alors là on est donc juste après cette crise, dans les années 2010, une très grande colère de l'électorat américain, à la fois à droite de l'échiquier politique, c'est le mouvement des Tea Parties. On est sous Obama, donc il y a une consonance sans doute raciste à cette colère, mais c'est aussi une colère sociale. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, il y a une colère qui s'exprime dans le mouvement Occupy Wall Street, qui correspondait à ce qu'on avait en France à l'époque, qui s'appelait Nuit debout à l'époque. On a donc eu un premier mandat de Trump de 2016 à 2020, ou 2017 à 2021 en réalité. Après quoi, l'élection de Biden a pu faire croire aux démocrates américains et aux démocraties libérales en Europe que finalement Trump avait été un accident, que avec Biden, le démocrate, on avait un retour à la normale. Et puis, on arrive à novembre 2024 et là, réélection de Trump qui fait prendre conscience à tout le monde que finalement, Trump n'était pas un accident. Alors, jusqu'à une période récente, les États-Unis étaient perçus comme les gendarmes du monde. Qu'est-ce qui a fait basculer cet état de fait sur le plan des relations internationales ? Ah, ça, c'est une question très intéressante. En réalité, ça remonte à avant Donald Trump. Dès Obama, 2009-2016, on a un pays, les États-Unis, qui est fatigué d'être le gendarme du monde et qui veut se replier sur la sphère intérieure pour reconstruire l'économie, redonner la prospérité aux classes moyennes. Barack Obama le disait déjà. Trump, évidemment, l'a dit encore plus fort quand il est arrivé à la Maison-Blanche. Et puis là, janvier 2025, on a un second mandat de Trump qui nous surprend du point de vue de la politique étrangère. On était resté sur un Trump plutôt réticent à agir, à un Trump numéro 2 qui est clairement impérialiste avec des volontés de conquête territoriale auxquelles, franchement, on ne s'attendait pas. Vous dites que les États-Unis souffrent du syndrome de fatigue de l'Empire. Qu'entendez-vous par là exactement ? J'entends par là le fait que les États-Unis ont été engagés dans des guerres interminables et ingagnables. Je pense à l'Afghanistan, par exemple. On peut aussi penser à leur présence, alors qui est aujourd'hui réduite, mais qui reste réelle, sur le théâtre Irak-Syrie. Et puis, des bases militaires dans le monde entier. Et le sentiment, alors que Trump exprime vraiment cash pour le coup, que les États-Unis ont positionné leurs forces et leur budget pour défendre l'Europe, défendre le Japon, la Corée du Sud, enfin voilà, tout un tas de pays alliés qui, pendant ce temps-là, ont pu économiser sur leur défense. C'est vraiment ce que dit Trump par rapport notamment à l'Allemagne. Donc économiser sur leur défense parce que les États-Unis s'en occupaient pour eux et consacrer leur budget à leur développement économique. Pour quelqu'un comme Trump, cet état de fait est une injustice et une arnaque, pour reprendre ces termes. Bon, en réalité, les États-Unis ont également gagné à être présents dans
dans le monde entier. Ils ont vendu leurs armements et ils ont bénéficié de très nombreuses manières de ce leadership mondial qu'ils ont exercé à eux seuls depuis la chute de l'URSS en 1991. Alors l'arrivée de Trump, deuxième mandat, s'est caractérisée par la naissance d'un nouveau type d'autoritarisme, on en parlait un peu. Quelles sont les racines politiques de ce phénomène? Et là, je parle vraiment de la période récente. C'est très intéressant parce que dans la Maison-Blanche de Trump 2, donc depuis le 20 janvier 2025, il y a plusieurs courants idéologiques. Il y a un courant, on va dire, populiste, ultra-conservateur d'extrême droite, nationaliste, qui était déjà là en 2016, c'est Steve Bannon, c'est J.D. Vance, le vice-président. Ils étaient là en 2016, ils sont revenus en 2025. Mais ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est la présence d'un autre courant idéologique autour de Trump, qui est le courant des libertariens venus de la Silicon Valley. On les appelle les tech-libertariens. Et donc, ils sont représentés par Elon Musk, mais pas seulement lui. Il y a aussi Peter Thiel, Matt Andreessen, et cet idéologue très mystérieux qui s'appelle Curtis Yarvin, qui est lui aussi un génie de l'informatique, qui a développé des théories politiques. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant sur ce tech-libertarisme, c'est qu'il n'est pas uniquement libertariens. Donc vous voyez, libertariens, c'est des gens qui ne veulent pas d'État, pas de régulation, etc. Mais quand on regarde les écrits de ces barons de la tech autour de Trump aujourd'hui, il y a un autre terme qui émerge, c'est celui de techno-césarisme ou tech-césarisme. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus autoritaire qui se dessine, des gens qui veulent, à l'aide des technologies du numérique, contrôler la population de très très près, un petit peu à la chinoise si vous voulez, mais de manière plus insidieuse, par le recueil des données, par l'influence en ligne et ce genre de choses. Alors vous dites que les États-Unis sont devenus des adversaires objectifs en quelque sorte de l'Europe. Cette situation s'est-elle déjà produite dans l'histoire contemporaine? Il me semble que non, mais je voudrais avoir votre éclairage. Franchement, non, vous avez raison. Depuis 1945, les États-Unis étaient le leader du monde libéral et derrière eux, il y avait toute l'Europe occidentale, donc certains pays d'Asie, l'Australie, etc. Il y avait un groupe de pays libéraux qui étaient vraiment très unis, enfin pas évidemment tout le temps et pas surtout, mais sur ce grand principe philosophique du libéralisme, il y avait pas de différence notable entre tous ces pays. Et ce qu'on voit de vraiment très différent aujourd'hui avec Trump 2, c'est le rejet extrêmement clair, explicite du libéralisme tel qu'il s'est construit après-guerre. Il est beaucoup plus proche d'un Vladimir Poutine que d'un Emmanuel Macron ou Keir Starmer. Il y a un alignement improbable finalement. Absolument improbable, oui. Alors le métier de chercheur, de chercheuse est aujourd'hui également un métier de média. Vous animez un podcast intitulé New Deal. Un chercheur doit-il selon vous investir le terrain médiatique aujourd'hui? On a plusieurs sortes de chercheurs. Vous avez d'abord les chercheurs en sciences dures, ceux qui ont une blouse et qui sont dans un laboratoire. Nous ici, on va parler que des chercheurs dans les sciences humaines, donc des gens qui travaillent sur l'histoire, la science politique, etc. Parmi ces derniers, on se représente quand même souvent le chercheur universitaire dans sa tour d'ivoire qui ne veut surtout pas être mêlé au bruit du monde et surtout pas parler à un vaste public. À l'IFRI, on est dans un think tank et donc une partie de notre mission, c'est vraiment de parler au plus grand nombre par le biais des médias. C'est vraiment une des missions de notre recherche. Et donc, oui, on est collectivement à l'IFRI présent dans les médias. Le podcast New Deal existe depuis juin 2019. Est-ce que vous entretenez des liens avec d'autres chercheurs, d'autres chercheuses? Est-ce que cette inquiétude est également présente sur le continent américain? Ah mais bien sûr, les chercheurs libéraux auxquels je parle sont horriblement inquiets aujourd'hui. On peut même dire que pour certains d'entre eux, ils sont extrêmement angoissés, voire déprimés par ce qui se passe. Alors évidemment, il y a des chercheurs qui sont plutôt du camp trumpiste. J'en connais quelques-uns et eux, soit minimisent le risque, l'impact pour la démocratie de ce que fait Trump aujourd'hui, soit carrément disent que c'est très bien. Quel type de méthode, finalement, de technique est-ce que vous utilisez pour pouvoir construire vos analyses? Est-ce que vous regardez des discours sur les chaînes américaines? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? J'imagine que oui, mais comment est-ce que finalement vous allez à la source? Ça, c'est une excellente question. Quand j'écris un article, je peux dire que je l'ai écrit en 3/4 d'heure, mais en fait, j'ai mis 20 ans à l'écrire aussi. Parce que quand on est chercheur en sciences politiques sur un pays étranger, on doit d'abord se renseigner sur tout ce qui se passe dans le pays, ce qui pour les États-Unis est extrêmement facile, puisqu'il y a une presse ouverte, énormément de dialogues à Washington et dans tout le pays, énormément de livres qui sortent en permanence. Les chercheurs, les journalistes et même les officiels sont
extrêmement faciles d'accès, donc l'information est très très facile à obtenir, ce qui n'est pas le cas pour mes collègues qui travaillent par exemple sur la Chine. La Russie aujourd'hui, c'est très compliqué. L'une des premières choses à faire est d'absorber l'information, en étant ici ou en allant sur place, évidemment, en se promenant dans le pays pendant des périodes plus ou moins longues. Et puis après, il y a une période de réflexion, parce qu'on traite tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris, et on essaye de faire sens de tout cela, d'essayer de trouver les signaux faibles, de trouver les tendances qui se dessinent. Et après, on va écrire un papier, une note plus ou moins longue, un livre, parler dans les médias, dire ce qu'on a compris. Notre objectif dans les think tanks, à l'IFRI en tout cas, c'est de proposer notre analyse des choses à notre public.